Le corps étendu là par terre, dissimulé sous les flashs et les suspicions. Je ne pouvais y croire quand je suis rentré dans la pièce. J'ai mis un pied dans la pièce, j'ai fait un pas en avant et j'ai vu le corps par terre. Je ne pouvais y croire, je ne pouvais me poser d'autres questions que qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors que je me demandais ce qui s'était passé, un genou à terre, je m'approcha du corps et je regardais alors toute l'envergure de son corps. Son bras plié, sa jambe pliée, sa tête, son cou qui était cassé. Et je les regardais. Mais le corps humide me glissait entre les doigts. Je ne pouvais me rendre compte clairement de ce qui s'était passé ici. Les escaliers couverts d'eau, couverts de gouttelettes d'eau sur la rambarde. J'étais en train de monter les escaliers. Comme je le pouvais, je m'y attachais. Je m'attachais aux murs et aux rideaux. Je me demandais si ce devait être du sang, ou alors si ce pouvait être de la pluie, tout simplement. Je n'arrivais pas à décrire ce qu'il y avait ici. Tout ce que je voyais, c'était un corps par terre, dissimulé sous les flashs. Dissimulé sous les flashs et la lumière du lustre juste au-dessus. Un lustre éteint dont les gouttelettes d'eau s'attachèrent à la chaîne qui retenait le lustre en l'air. Les gouttelettes d'eau s'attachèrent à la chaîne qui retenait le lustre en l'air. Les flammes ne brûlaient plus, elles avaient toutes été éteintes par les gouttelettes qui tombaient du plafond, depuis une énorme trace noire de pourriture. Je regardais cette énorme trace noire de pourriture, demandant à un analyste en chef d'aller faire quelques analyses avec un coton-tige. Il l'a fait et l'a mis sous scellé. Il est revenu vers moi et m'a donné ce scellé que j'ai pris en main. Je n'arrivais pas à décrire clairement ce qu'il s'était passé ici, mais c'était l'envergure d'un vrai cauchemar. L'horloge pile à l'heure sous une lumière phosphorescente. Le corps était allongé sur la table et le médecin légiste était en train de noter tout ce qu'il avait trouvé à l'intérieur du corps. Des débris de poudre, une balle de fusil d'un calibre 38. Il était en train de regarder le corps ouvert. Le corps était resté ouvert sur la table froide. Il y avait de l'eau sur ses cheveux. Il était en train de lui nettoyer les cheveux, calmement. Le corps était sur la table, froide, couché, jusqu'à ce qu'il se retourne et qu'il voie le regard du corps de l'autre côté, regarder le coin de la pièce. Il ne prit pas ça en compte pendant un bref moment, et juste à cet instant-là, ils retrouvèrent le même regard, en train de le suivre vers un autre corps. Cet autre corps, qui était à l'intérieur d'un sac funéraire, était fermé. Cet autre corps à l'intérieur d'un sac funéraire fermé était en train de le regarder, lui aussi, un regard fixe. Mais il mit alors ses deux doigts sur ses yeux et ferma ses paupières. Le corps était allongé à l'intérieur du sac funéraire. Mettant ses deux doigts sur ses paupières, il ferma ses yeux, sachant qu'au bout de quelques jours, les paupières restent fermées quand on les ferme, et que le mort est mort avec les yeux ouverts. Il se retourna et le cadavre était sur la table, assis. Il ne bougeait pas. Il avait les mains appuyées sur le bord de la table comme si cela paraissait normal. Le médecin légiste, se reculant, était appuyé contre le mur. L'air fragile, le regard fragile, il était en train de regarder, l'air apeuré, le cadavre assis sur le bord de la table comme si tout était normal, alors que 2 minutes avant, il l'avait suivi de regard dans la pièce. Il retourna derrière le cadavre, le regarda de très près, l'analysa de très près, mais le cadavre ne se retourna pas. Juste sa tête qui vacillait un peu sur le côté, qui bougeait un peu sur le côté, en le suivant, d'un mouvement de tête. Cela ne l'effraie pas tout de suite, car il ne prit pas ça en compte. Il prit ça comme une sorte de convulsion. Comme si le cadavre avait bougé tout seul, et qu'au final, la convulsion l'avait conduit à s'asseoir sur la table. Il nota ça dans son rapport, et monta alors tout de suite voir le médecin, et lui annoncer que le cadavre avait peut-être convulsé, peut-être que c'était un simple mouvement post-convulsion qui avait été fait par les derniers muscles vivants. Il ne savait pas quoi encore en penser, mais tout ce qu'il avait vu ne lui paraissait pas normal de nature. Le lieutenant de police cherchait désespérément une réponse, mais il n'en trouvait guère. Il fouillait dans ses dossiers, cherchait dans les archives, partait à l'hôpital et demandait aux médecins ce qu'ils avaient trouvé sur le cadavre. Rien de bien concluant, répondit alors le médecin légiste. Mais le médecin en lui-même, le médecin qui se chargeait du corps, était en train de regarder le médecin légiste et lui avait dit « Chut !» lui disant de se taire, lui disant de ne rien dire à propos du corps. Tout de suite, l'inspecteur eut des suspicions, comme s'ils avaient quelque chose à cacher sur le corps alors qu'ils n'avaient rien à cacher. Il cherchait dans son bureau avec une tasse de café sur le côté qui s'était remplie, un café qui était encore chaud, qui était sur le bord de la table.
qu'il était en train de chercher sur ses dossiers sur lesquels une trace de la tasse de café avait été laissée. Cette trace de café qui avait été laissée sur les dossiers, cachant quelques lettres qui avaient coulé, dont l'encre avait coulé, il prit ces dossiers et les classèrent les uns sur les autres. Ils regardèrent son reflet dans le miroir en se disant « Affaire classée ». Ils posèrent les dossiers sur le côté, mais tout de suite une feuille l'interpella. Il prit cette feuille et regarda à l'intérieur de cette feuille. À l'intérieur de ce dossier, un nom l'interpella tout de suite. Un nom qui lui parut familier. Un nom qui lui parut énormément familier. Il retourna alors à l'hôpital pour avoir davantage d'informations. Encore une fois, le médecin légiste hésita à dire quelque chose, mais tout de suite le médecin se retourna vers lui en le regardant d'un regard énervé. D'un regard un peu comme s'il voulait venir de sa terre. Il le regarda en lui disant « Chut !» Cette fois-ci, ce n'était pas un chut ordinaire, c'était plus un chut, l'air de dire « Ne dis rien, il y a quelque chose à cacher sur ce corps, mais ne dis rien. » L'inspecteur était venu à la morgue le soir. Tout de suite, le médecin légiste lui avait dit que ce n'était pas possible, d'entrer, qu'il ne pouvait pas entrer, que c'était selon le protocole. Selon le protocole, il ne pouvait pas entrer. Selon le règlement de l'hôpital, il ne pouvait pas entrer au moins 3. Il ne pouvait pas entrer à la morgue. Alors il l'a laissé entrer finalement, après une brève discussion entre la porte et entre les murs. Il l'a laissé rentrer. Après le médecin légiste qui était à l'intérieur de la morgue et l'inspecteur qui était à l'extérieur de la morgue, une discussion qui s'est faite entre la porte et entre eux. Il est rentré, a regardé le corps brièvement sur la table d'autopsie. Sur la table d'autopsie, le corps a été conduit sur un brancard, a été conduit sur son frigo. Le frigo a été tiré à l'extérieur et il a regardé le corps. Il a regardé le corps brièvement, a demandé s'il pouvait lui expliquer son rapport qu'il avait fait la nuit passée. Mais la nuit passée, ce qu'il avait vu n'était pas vraiment un rapport, c'était plus quelque chose d'effrayant et d'anormal. Il ne voulait pas lui dire, mais le médecin légiste ne voulait pas lui dire, le médecin lui-même ne voulait pas dire non plus ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait aperçu sur les caméras de surveillance, avec les personnes qui surveillaient la morgue. Il ne voulait pas lui dire, le médecin légiste ne voulait pas non plus lui dire par peur, il ne voulait pas lui dire non plus, le médecin légiste. Mais le médecin, lui, ne voulait pas lui dire pour ne pas révéler l'identité du cadavre. L'identité du cadavre était classée à l'intérieur d'un dossier très spécifique dont il fallait avoir les codes, et dont il fallait avoir les noms et les prénoms, les noms de famille pour pouvoir l'atteindre. Et ça, il ne voulait pas le dévoiler, même à la police, même à l'inspecteur chargé de l'enquête. L'inspecteur avait dû forcer et faire quelques forcings avec le médecin qui avait fini par révéler ce qui s'était réellement passé. Ce qui s'était réellement passé, c'était qu'il y avait eu un événement très étrange à la morgue. Il a insisté pour savoir quoi, mais le médecin légiste était encore sous le choc. Dans un hôpital tard le soir, où le tonnerre était en train de gronder au-dessus du toit, l'impression d'une femme dans sa chambre était en train de regarder le ciel noir. Elle n'avait pas que l'impression qu'il y avait le tonnerre autour de l'hôpital, mais surtout l'impression qu'une bête féroce était en train de rugir au-dessus des nuages. Elle avait l'impression qu'une bête féroce était en train de rugir au-dessus des nuages. L'aspect des nuages difformes lui donnait l'impression d'un visage menaçant, qui la regardait. Partout où elle tournait les yeux, elle voyait le mal. Elle était tombée de son lit cette nuit-là, elle s'était mise à convulser. Quand elle s'est regardée dans le miroir et qu'elle se levait, elle s'est relevée après une brève convulsion. Après une brève convulsion, elle s'est relevée. Elle a regardé ses mains, ses bras et sa poitrine. Quand elle a regardé ses mains, ses bras, ses jambes, sa poitrine, elle a défait sa chemise. Elle a défait sa chemise blanche, une chemise que l'hôpital lui avait fournie pour le temps de son hospitalisation. Une chemise blanche que l'hôpital lui avait fournie. Elle l'a retirée et a regardé son corps. Son corps, le reste de peau qui n'avait pas été mangé par la fasciite nécrosante. La fasciite nécrosante au dernier stade, à un stade noir où sa peau était devenue noire, avec des croûtes de sang, et aussi avec de la peau qui était en train de s'enlever. Des croûtes de sang, et petit à petit, cette fasciite nécrosante gagnait du terrain sur sa peau. Elle regardait son sein gauche et son sein droit, qui étaient couvertes de croûtes noires et de croûtes de sang qui étaient en train de se détacher, un petit peu comme du sang séché. Elle regardait ses seins qui étaient couvertes d'une fasciite nécrosante noire, et son visage quand elle s'est tournée, son œil, sa paupière,
Ses joues, ses fossettes avaient presque disparu sous la facite nécrosante. Les médecins étaient arrivés enjoués d'avoir trouvé un nouveau protocole, d'avoir trouvé un nouveau protocole et d'avoir trouvé de nouveaux médicaments, un nouveau traitement pour cette patiente. La patiente les attendait, le regard vide. La patiente les attendait, le regard vide à l'intérieur de sa chambre. Elle était à l'intérieur de sa chambre, en contre-jour avec l'obscurité. On ne voyait que le côté de son visage qui était recouvert d'une facite nécrosante. Les médecins se sont approchés en leur disant « Qu'est-ce qui se passe, madame ?» Elle ne répondit rien. Elle inclina la tête un petit peu sur le côté. Un bras dans le dos et un bras le long du corps. Elle les regarda avec un sourire léger. Les médecins, inquiets, s'avança en lui disant « Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. » La jeune femme haussa les épaules en disant « Ne pas faire quoi ?» Derrière elle, on entendit le bruit d'une détente. On entendit le bruit d'une détente, la détente d'un fusil. Et on entendit le bruit d'un chargeur, le chargeur d'un fusil. Son bras sur le côté, qui était le long de son corps, ne bougea qu'une seule fois. Ensuite, les médecins lui demandaient ce qu'elle dissimulait derrière son dos. Les médecins lui ont demandé ce qu'elle dissimulait derrière son dos. À ce moment-là, elle a alors pris une arme qu'elle avait déjà chargée, le chargeur tiré vers l'arrière, le doigt sur la détente. Elle la posa simplement contre sa tête et tira alors d'un seul coup. D'un seul coup, un flash de lumière, autant que l'éclair qu'il y avait dehors, fit place à l'intérieur de la chambre. Des morceaux de facite nécrosante de son visage étaient collés partout sur les murs. Le sang avait giclé et jailli sur le sol autant que sur le mur. Le sang avait jailli et avait giclé depuis qu'elle avait tiré. Son corps par terre avec le crâne défoncé, le crâne enfoncé, la balle qui était à l'intérieur de son cerveau. On traîna le corps dans un linceul sur un brancard. Emmené à la morgue, l'autopsiste avait un nouveau travail. Ce soir-là, dans la morgue, une étrange sensation de déjà-vu fit surface. Une étrange sensation de déjà-vu fit surface. Le corps s'était assis, lourdement sur la table. Sur le coin de la table, le corps s'était assis. Alors que le médecin légiste était occupé sur un autre corps, il s'était retourné et l'espace d'un instant, il était de nouveau couché. Se retournant encore une fois, brusquement, il prit encore ça pour des convulsions. Mais il retrouva le corps assis à la même place. En s'approchant de lui, il sentit une sensation de chaleur, alors qu'un corps était censé être froid. En s'approchant de lui, il sentit une sensation de chaleur. Plus il s'approchait de lui, plus les événements étranges commençaient à apparaître. Il commença à entendre des voix en latin qui lui parlaient, des murmures et des chuchotements. Il s'était installé juste à côté de lui et avait commencé à prendre son bras. Le corps, assis sur le coin de la table, s'était laissé faire. Ses ongles tombaient un à un, sa peau commençait à se défaire de la chair. Il regarda le corps. Il l'avait allongé une nouvelle fois sur la table et était parti noter que c'était des convulsions et que c'était des convulsions et simplement aussi de la décomposition rapide. De la décomposition rapide et pour lui surtout des convulsions, l'ambiance était devenue de plus en plus neutre et de plus en plus froide. Il s'était retourné une deuxième fois vers les frigos et 2 frigos étaient ouverts. 2 sacs mortuaires étaient de sortie. Le premier sac mortuaire laissait passer le bras d'un corps qui avait été entièrement brûlé. Le deuxième sac mortuaire laissait passer le visage d'un mort qui était appuyé contre le sac mortuaire. On pouvait y apercevoir le creux de ses yeux, on pouvait y apercevoir le creux de sa bouche, le creux de ses yeux, le creux de son nez, comme s'il respirait à travers le sac mortuaire. On pouvait y apercevoir chaque trait de son visage, comme s'il essayait de sortir du sac. Le premier était juste avec un bras qui dépassait, et quand il s'est retourné et qu'il a regardé le corps était allongé dans un petit peu. Le corps était en train d'être allongé dans un petit peu d'eau. L'eau était baignée dans du sang. Décomposé avec des grumeaux de chair. Des petits morceaux de chair qui baignaient dans le sang. Il est arrivé près de la table et a commencé à nettoyer sa table d'autopsie. Sévèrement, le bras du cadavre qui était allongé et qui, toutefois avant, était assis, lui a pris le bras et l'a regardé. Ses yeux ont dérivé sur le côté, ses yeux qui étaient gorgés de sang, gorgés de peur et gorgés d'une âme sans peur et sans faille. Il l'a regardé. Il l'a regardé attentivement et fixement. Ce fut un moment d'effroi horrible
Ce fut un moment d'horreur horrible et horrifique pour lui. Il regardait les néons lumineux autour de lui qui étaient en train de scintiller, les néons lumineux qui projetaient une lumière très scintillante sur le cadavre. Le cadavre était alors noir et pourri, brun, couvert de sang, alors que cette lumière synthétique qu'il y avait juste au-dessus de lui, projetée sur le cadavre, le rendait encore plus effrayant. À l'appartement, tout le monde était rassemblé, mais personne ne comprenait d'où il venait. Personne ne comprenait d'où il venait, qui il était, quel était son nom, quel était l'endroit où il avait vécu, ni même s'il avait une maison. Personne ne comprenait rien à cet endroit. Personne ne comprenait rien à cet endroit, à cette personne là où il avait été retrouvé. Personne ne comprenait même rien à son cadavre. Personne ne comprenait rien à son identité. Pourquoi avait-il fait partie de leur famille? Est-ce que c'était quelque chose, une sorte de rituel vaudou? Tout le monde était en train de se poser des questions qui pouvaient être farfelues, plus les unes que les autres. Alors que tout le monde se posait des questions qui pouvaient être farfelues plus que les unes que les autres, tout le monde se posait surtout une seule question. Quel était son nom, quelle était son identité? Parce que tout ce que l'on savait de lui, c'est qu'il était un ancien oncle qui faisait partie de la famille. S'il faisait partie de la famille, évidemment que son nom de famille devait être le nôtre. Évidemment que son nom de famille devait être le nôtre, notre nom de famille à nous. Mais son nom, qu'est-ce que c'était? Son nom, qu'est-ce que c'était? Comment est-ce qu'il s'appelait? Personne ne savait vraiment qui il était. Avait-il vécu avec nous? Avait-il ne serait-ce rencontré, ne serait-ce que l'un de nous, enfants? Ou avait-il même côtoyé, ne serait-ce que notre maman, ou alors notre père? Personne ne savait ce qu'il faisait. Était-il religieux? Pratiquait-il des sortes de rites ancestraux? Personne ne savait vraiment qui il était, et ce soir-là, dans une ambiance plutôt lugubre, plutôt sombre, une ambiance dans laquelle on voyait refléter la lumière de la lune et surtout les rideaux qu'on pouvait apercevoir flotter dans le vent. Les rideaux et les fenêtres ouvertes, les rideaux qui flottaient dans le vent, des rideaux qui étaient tout fins, qui étaient blancs et qui étaient opaques, étaient en train de refléter la lumière de la lune comme un miroir, et surtout flotter doucement dans la brise du vent qui passait à l'extérieur, mais grâce aux vitres ouvertes, rentrait à l'intérieur. Cette brise froide et glaciale leur rappelait un peu ce mystère qu'il fallait découvrir, un mystère qu'il fallait percer. Qui était-il, d'où venait-il, et pratiquait-il des rituels occultes? Doucement, le cercueil s'enfonça dans la terre, mais personne ne dit rien. Tout le monde resta silencieux, et évidemment, tout le monde était habillé en noir. Tout le monde était habillé en noir, et il y avait une pleine lune scintillante, presque aussi scintillante que le soleil, qui était en train de garnir le ciel. Cette pleine lune scintillante qui garnissait le ciel qui était garni d'un noir intense ce soir-là, laissa alors profondément le corps sombrer dans un profond sommeil, alors que le corps à l'intérieur du cercueil sombra dans un profond sommeil en même temps que le cercueil, lui, s'enfonça dans la terre. Les oiseaux, les corbeaux, annoncèrent alors la fin du fait que personne ne connaissait qui il était. Les corbeaux annonçaient avec leurs cris la fin du fait que personne ne connaissait qui il était, que ça allait être certainement un mystère qui allait rester longtemps en suspens. Le mystère de cette famille. Que ce serait peut-être le mystère de cette famille, le fardeau de cette famille, un fardeau qu'ils allaient devoir tous porter sur leur dos. Ils ne savaient pas qui c'était. Les arbres qu'il y avait derrière, qui entouraient le cimetière, derrière, le vent était en train de frapper sur les arbres, était en train de frapper sur les branches, était en train de frapper sur les troncs. Les troncs étaient en train de grincer. Les arbres, très lentement, on ne pouvait pas l'apercevoir, mais grinçaient et leurs troncs devaient très certainement pencher sur le côté. Les racines, au bout, on pouvait les entendre chanter. On pouvait les entendre chanter, ou alors les entendre pleurer plutôt. Je me suis retourné un instant pour regarder ce spectacle terrifiant qui accompagnait le cercueil qui s'enfonçait de plus en plus. Il y a une procédure que tout le monde déteste, mais qu'on est obligé de faire. Cette procédure que tout le monde déteste que l'on est obligé de faire à l'appartement, on s'en est évidemment soucié. On en a évidemment parlé. J'avais l'impression que mon cœur était en train de hurler lorsqu'on a parlé de ça. Il fallait évidemment qu'on retourne à la morgue, mais avant tout qu'on retourne à l'hôpital, afin de voir le corps, afin de voir le défunt, afin de voir le corps. Régnait autour de nous une ambiance sombre et obscure, comme si je pouvais ressentir chaque mort, comme si je pouvais ressentir chaque personne qui était malade. Chaque personne qui était malade d'une maladie très grave, comme par exemple le cancer, j'arrivais à ressentir leur douleur comme des pics qui traversaient l'intérieur de mon corps. Quand on est arrivé à l'intérieur de l'hôpital,
On a demandé au médecin qui se chargeait de la morgue. On a demandé au médecin qui se chargeait de la morgue. On lui a demandé si on pouvait descendre. Avec nous, il est descendu. On a pris l'ascenseur, on est descendu. Autour de l'ascenseur, il y avait une cage d'escalier. Autour de l'ascenseur, il y avait une cage d'escalier qui descendait en colimaçon. L'ascenseur était en train de descendre au -3. Il était transparent et on pouvait voir les escaliers. On pouvait voir les escaliers lorsque j'ai ouvert les yeux. Lorsque j'ai ouvert les yeux et que j'ai regardé les escaliers passer devant moi, dans cet ascenseur qui était complètement vert, je voyais aussi tout autour de nous les rails et les cordes, les cordes de, les cordes de métal, les cordes de métal et les cordes qui étaient en caoutchouc qui soutenaient l'ascenseur. Ces cordes en caoutchouc, ces cordes en métal et tous ces systèmes de poulies, ces systèmes d'engrenages, ces systèmes de pistons qui tenaient l'ascenseur. J'arrivais à les voir car l'ascenseur était en verre. Il descendait jusqu'au -3 et j'arrivais à voir les énormes plaques de béton qui séparaient les étages. Quand on est arrivé, le médecin légiste, qui avait déjà habillé le corps, qui l'avait déjà lavé, avait lavé soigneusement ses cheveux, avait lavé soigneusement son visage et l'avait même maquillé pour accueillir sa famille. Bien qu'on ne savait pas qui il était, mais il faisait partie de notre famille. C'était une sorte de procédure à l'hôpital. On devait venir, regarder le corps, voir si c'était bien lui, mais aucun de nous ne se rappelait de son existence. Aucun de nous ne se rappelait de son nom, ni même de qui il était. Mais son nom devait bien appartenir à notre famille. Ça devait bien être le nôtre. S'il avait fait partie de notre famille, ça devait bien être notre nom de famille. On l'a regardé un instant, mais on a pu apercevoir simplement un corps dans un drap seul. Mais l'hôpital a tout de suite refusé. Le médecin et plusieurs autres médecins chargés de la morgue ont tout de suite refusé qu'on voie le corps, pour une raison mystérieuse qu'on ne savait pas. On est retourné à l'appartement et on en a parlé pendant quelques minutes. Je pense que la conversation s'est écourtée. Elle a recommencé à minuit et puis elle s'est rallongée jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'aube. On en a parlé toute la nuit autour de ce mystère de pourquoi l'hôpital avait refusé qu'on voie un corps qui était presque déjà sous nos yeux. Il était presque déjà sous nos yeux, mais il était sous un linceul, un peu comme si on venait de l'enterrer une seconde fois. Le soir, on était en train de parler de pourquoi l'hôpital avait refusé notre entrée. On était en train de parler de pourquoi l'hôpital avait refusé notre entrée et il ne voulait pas qu'on aille voir le corps. Alors qu'on ne s'attendait pas à une visite, on ne s'attendait pas à une visite comme celle-ci. Une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. J'ai vu alors quelqu'un qui est sorti. Ouvrant la porte, cette personne portait une capuche noire. Elle ne voulait peut-être pas qu'on la reconnaisse. Mais alors qu'il est arrivé, trempé, mouillé comme une soupe, j'ai ouvert la porte et derrière lui, l'orage grondait. L'orage grondait, les nuages prenaient des formes étranges, à tel point que j'avais l'impression de remarquer des formes de visages qui m'observaient du haut. J'avais l'impression de remarquer des formes de visages démoniaques qui m'observaient du haut, un petit peu comme un cri, comme un hurlement. Comme un hurlement, j'avais l'impression qu'il y avait une bête féroce, un petit peu comme dans le film de Myst. J'avais l'impression qu'il y avait une bête féroce derrière qui était en train de hurler. Ce n'était pas l'orage, c'était quelque chose de plus sombre, de plus démoniaque. J'ai regardé l'homme, je l'ai tout de suite laissé entrer, afin de fermer la porte. Mon intention n'était pas de le laisser entrer, c'était plus de fermer la porte, de laisser ces visages démoniaques derrière moi. Mais je savais que le cauchemar ne faisait que commencer. Il est entré et a posé plein de papiers sur la table, nous démontrant qu'il y avait une maison. Il y avait une maison quelque part qui nous était léguée avec un droit de succession. Il y avait plein de papiers sur lui qu'on trouverait à l'intérieur, et beaucoup de choses sur cette maison qui étaient encore inconnues. Ces papiers, il nous les a laissés. Il est reparti aussitôt avant que je puisse lui proposer une tasse de café et qu'il puisse nous parler davantage de ça. Il est reparti effrayé. J'ai vu l'effroi dans ses yeux. J'ai vu ses pupilles se dilater. J'ai vu ses pupilles se dilater et devenir un peu plus grandes. J'ai vu qu'il avait peur, que quelque chose le traquait, comme si sur la route on l'avait suivi. Comme si sur la route on l'avait suivi. Ce pouvait être une présence invisible ou alors une grosse berline noire comme la sienne. Il a repris les papiers. Il a repris les papiers qui le concernaient et il nous a laissé les papiers, l'acte de propriété, et nous a laissé les papiers sur la maison. Il nous a laissé aussi un plan sur lequel on trouverait la maison plus facilement que sur un simple plan que nous on avait. Il nous a laissé ce plan, les papiers qu'il avait trouvés, en cherchant à l'intérieur des dossiers du mort. En cherchant à l'intérieur des dossiers du mort, des dossiers du corps, de cette personne qu'on connaissait, qui faisait apparemment partie de notre famille. Nous laissant les dossiers, on les a regardés en famille, mais personne ne comprenait pourquoi cette maison nous était due. Personne ne comprenait pourquoi cette maison était à nous. Désormais, il fallait qu'on trouve pourquoi cette maison était à nous,
et on a farfouillé dans ces dossiers, pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, on a regardé dans ces dossiers, on a parlé, on a discuté, de nombreuses discussions qui tournaient autour de lui, de nombreuses discussions qui tournaient autour de qui il pouvait être, et on a cherché de nombreuses fois à trouver des photos de son identité, mais rien. Seulement des papiers et un acte, seulement des papiers et un acte d'une maison qui nous était due. Quand on est arrivé, la maison était prisonnière d'une forêt. Une forêt qu'on ne connaissait pas bien, une forêt que certainement personne ne voulait connaître. Cette forêt que certainement personne ne voulait connaître était en train d'enfermer la maison à l'intérieur d'une sorte de prison naturelle. À l'intérieur d'une sorte de prison naturelle, la maison était enfermée. Juste devant, il y avait assez d'espace pour pouvoir garer plusieurs voitures. Mais cette maison n'avait appartenu qu'à une seule personne. Mais on se disait peut-être qu'elle renfermait plusieurs secrets. Peut-être qu'elle renfermait plusieurs secrets, c'est pour ça qu'il y avait la place pour plusieurs voitures. On a garé notre voiture complètement de travers devant la maison afin de ne pas oublier la voiture. Quand on a garé la voiture devant la maison, le lendemain soir, elle n'était plus là. Le lendemain soir, elle n'était plus là. On a regardé par la fenêtre, on a cherché partout. On a retrouvé la voiture accidentée contre un arbre à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la voiture, il y avait des petits réceptacles, des pierres qui avaient été peintes, des morceaux de peau, des peaux de bêtes en dessous duquel il y avait des dessins qui avaient été gravés à la pierre blanche, des dessins qui avaient été brûlés sur les peaux de bêtes, des peaux de bêtes séchées qui avaient été déposées un peu partout. Il y avait des sortes de petits réceptacles qui avaient été faits avec des branches d'arbres et avec du fil. Avec du fil en cuir, avec du cuir qui avait été tissé depuis les peaux de bêtes. Ces petits réceptacles qui ressemblaient à des petits bonshommes, des petits bonshommes en bois, avaient été déposés partout sur les sièges et avaient été déposés partout sur l'avant de la voiture. Il y en avait un qui était accroché au volant. Il avait été accroché avec de la corde. Quand on a vu ça, on a tout de suite fui. On est retourné à la maison. On a ouvert la porte et à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'il y avait? À l'intérieur de la maison, il y avait un énorme vent violent. Les meubles étaient en train de bouger. Percutés par ce vent violent. À l'intérieur, les fenêtres à l'intérieur, les rideaux à l'intérieur étaient arrachés. Tout était arraché. Tout- tous les tableaux qu'il y avait, étaient arrachés. Toutes les peintures étaient arrachées. Les toiles étaient arrachées comme s'il y avait un animal féroce qui était venu les déchirer. Par terre, il y avait les cadres qui étaient au mur étaient tombés. Le papier, le papier peint était en train de s'arracher, comme si on avait abandonné la maison pendant un an. Comme si on avait abandonné la maison pendant un an ou plus, voire même peut-être une cinquantaine d'années. Comme si cette maison avait été inoccupée pendant une cinquantaine d'années. Cette maison qui était là pourtant encore en bon état, à l'intérieur, une fois qu'on était parti dans la forêt, on était revenu comme si on était parti pendant 150 ans. Alors qu'on était revenu après un siècle et 50 années plus tard, on avait l'impression que cette maison était complètement abandonnée. Le papier peint tombait, il y avait de l'eau qui tombait du plafond. Il y avait plein de traces de pourriture autant par terre que sur les murs, autant sur les escaliers qui n'étaient plus accessibles car si on les prenait, on tombait. On tombait en dessous des escaliers et les marches se brisaient. Le sol se dérobait sous mes pieds. Lorsqu'on est rentré dans la maison, c'est ça que l'on a ressenti. Il y avait devant nous cette grande horloge qui ne fonctionnait plus, mais qui était arrêtée à une heure fixe, minuit pile. Et juste en dessous, il y avait cette pendule qui faisait un bruit incessant. On l'entendait qui faisait un bruit incessant dans toute la maison, alors qu'elle n'était que dans l'entrée, juste à côté de l'escalier. Cette maison renfermait bien plus que les secrets. Elle renfermait des témoins. Elle renfermait des personnes qui avaient assisté à des massacres. Elle renfermait certainement leurs fantômes, ou alors peut-être leurs pensées les plus horribles. Leurs pensées les plus horribles afin de trouver un moyen de s'échapper de cette demeure. On n'avait pas que des doutes sur cette maison. On avait surtout des certitudes. On est arrivé au deuxième étage, et là on a remarqué quelque chose d'énormément étrange. C'est qu'une porte qui pouvait mener à une simple chambre, ou alors une porte qui pouvait mener à une simple salle à manger, une porte qui pouvait mener à une simple cuisine, ou alors même à une salle de bain, était au plafond, comme si la maison, à cet endroit précis, là où il y avait une fenêtre avec un petit rideau, là où il y avait une fenêtre avec un petit rideau beige, ça devait être un rideau blanc avant, un rideau blanc transparent. C'était un rideau beige complètement déchiré, complètement brûlé. Il flottait à la vue du vent qui était en train de rentrer à l'intérieur du couloir.
Cette porte qui avait au-dessus de nous était en train de grincer. Elle était en train de grincer comme si elle allait s'ouvrir. On a tous les trois levé les yeux. On a tous les trois levé les yeux et à un moment on a appelé notre mère et notre père. Tous les cinq on a levé les yeux. On a essayé d'atteindre la poignée mais impossible. C'est comme si à cet endroit précis, la maison avait été construite à l'envers. Comme si elle avait été construite complètement à l'envers. Comme si le sol devait être au plafond. Comme si le plafond devait être au sol. Comme si les portes devaient être des fenêtres. Et comme si les fenêtres devaient être des portes. Comme si les murs devaient être le sol. Et comme si le sol devait être le mur. C'est comme si la maison avait été construite complètement à l'envers, afin de faire des sortes de tunnels, des sortes de tunnels interminables, afin de créer une maison qui pouvait être un labyrinthe qui enfermerait les âmes, les souvenirs, et on pouvait entendre le moindre gémissement des âmes qui n'arrivaient pas à sortir. On pouvait entendre le moindre gémissement des âmes qui n'arrivaient pas à sortir, le moindre cri et hurlement des âmes qui cherchaient encore à sortir, qui cherchaient encore une rédemption, ou alors qui cherchaient à se pardonner. On sentait encore l'impression des massacres qui avaient eu lieu. On sentait encore l'impression des massacres qui avaient eu lieu partout. Mais surtout les âmes qui ne trouvaient pas un moyen de sortir. Les âmes qui trouvaient ce seul moyen de sortir que c'était de mettre fin à leur jour. On avait l'impression de les sentir partout autour de nous. Il y avait cette sorte de lourdeur à l'intérieur de la maison, même à l'extérieur quand on la regardait. Quand on le regardait, c'était un peu comme regarder une toile sombre et obscure qui avait été peinte avec du bois brûlé. On regardait une sorte de toile presque peinte au fusain, presque peinte en noir, presque peinte que avec de la peinture noire, une toile sombre et obscure qu'on ne voudrait pas accrocher, une toile qu'on voudrait brûler, qui nous écœure, qui nous répugne. On regardait cette maison et nous sommes rentrés, et une fois à l'intérieur, c'est tout ce que nous avons ressenti. Les âmes perdues qui cherchent encore à s'évader, et les âmes qui ont trouvé un seul moyen de s'évader, se donner la mort. Et peut-être que cette fenêtre en était l'une des raisons. Peut-être qu'elle était l'un des portails à laquelle l'une des personnes venues dans cette maison s'était jetée par la fenêtre. On avait des suspicions, mais certainement des certitudes, mais nous attendions pas du tout à trouver à l'intérieur de cette maison, à trouver derrière cette porte au plafond qui était le grenier. On ne s'attendait pas, on ne s'attendait pas du tout avec moi qui était juste en dessous de la porte quand elle s'est ouverte. J'ai failli être écrasé par une échelle qui me tombait dessus. Mais je n'ai pas été écrasé dessus. Je n'ai pas été écrasé en dessous. Heureusement, mon père a été là pour me tenir à l'écart. Et puis j'ai été dans les bras de ma mère, regardant l'échelle qui était tombée, qui avait marqué le sol d'un coup brut. Nous sommes montés et on a trouvé plein de papiers, plein de journaux, marqués de meurtres sanglants, toujours à la même date qu'un événement qu'avait fêté cette personne, qui faisait partie de notre famille, toujours en lien avec lui. Ce pouvait être un événement, un meurtre sanglant, du sang versé, ou alors une demeure qui avait été forcée. Tous ces meurtres, toutes ces choses qui nous glaçaient le sang, étaient en lien avec lui. À côté, il y avait une boîte qu'on a ouverte. À l'intérieur, il y avait des instruments de torture. On les a passés alors sous une lampe et on a remarqué qu'il y avait encore du sang séché dessus. Ils avaient bel et bien été utilisés pour quelqu'un ou quelque chose. Cette maison nous glaçait le sang quand nous sommes redescendus. Nous avons imaginé le pire. Mais nous étions maintenant les cinq suivants et les cinq prisonniers de cette maison. Et il fallait qu'on découvre de quoi elle était faite, de quoi elle était faite et pourquoi elle nous était due, afin de sortir de là, si on parvenait à sortir de là, car il y avait aussi une autre forêt qui nous entourait. La nuit, je m'étais levé pour prendre un verre d'eau, et je remarquai qu'il y avait des fissures sur les murs. Il y avait des fissures sur les murs, je m'étais levé pour prendre un verre d'eau. Alors que je regardais fixement dehors, la seule chose que j'apercevais, c'était un jardin vide. Vide, il n'y avait rien, ni arbre, ni broussailles, ni arbre, encore moins même de la verdure. Rien qu'une forêt étrange. Rien qu'une forêt étrange et ténébreuse, recouvrant les arbres d'une énorme structure noire vaporeuse, à l'intérieur d'un nuage. J'ai regardé cette forêt longtemps, et je me suis demandé qu'est-ce que cette forêt peut bien enfermer. Qu'est-ce qu'elle peut bien enfermer? Quels sont ses secrets? Est-ce qu'il y a des âmes torturées comme à l'intérieur de cette maison, qui sont parties dans cette forêt et qui ne se sont jamais retrouvées, qui n'ont jamais retrouvé leur chemin, qui n'ont jamais pu retrouver leur chemin et revenir vers cette maison? Je me suis posé tant de questions en buvant mon verre d'eau, alors que boire un verre d'eau ne prend que 5 minutes.
Alors que boire un verre d'eau ne prend que 5 minutes, il suffit de le remplir et de le boire, d'en profiter assis à une table. Je me suis assis à une table et j'ai commencé à sentir en dessous de moi. En dessous de moi, j'ai commencé à sentir à la table qui commençait à vibrer. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir quelque chose juste en dessous de la table. Quelque chose qui commençait à ramper dans les sous-sols, à ramper dans le sol. Et je montais les escaliers et j'arrivais à sentir quelque chose qui me suivait. Comme s'il y avait une présence à côté de moi, mais que cette présence était dans le mur. Je mettais ma main sur le mur et j'apercevais légèrement le mur qui se fissurait, des fissures qui me poursuivaient dans les escaliers. Des fissures qui me poursuivaient dans les escaliers, qui me poursuivaient partout. J'ai regardé la pendule depuis le haut des escaliers. Depuis le haut des escaliers, j'ai regardé la pendule qui continuait à faire ce bruit incessant que j'entendais partout. Les fissures continuaient à me poursuivre sur les murs. Le plâtre tombait, des poussières de plâtre tombaient sur le sol. Et les fissures qu'il y avait au sol se faisaient même sur le bois. Elles continuaient à me poursuivre un peu partout. Et j'entendais les grattements, comme si quelqu'un grattait avec ses ongles depuis longtemps. Comme si cette personne grattait avec ses ongles, avec ses mains, avec ses doigts. Comme si elle grattait l'intérieur des mondes, l'intérieur des murs, un peu comme un autre monde. Un peu comme un autre monde, comme si elle grattait l'intérieur des murs. Elle était prisonnière, ce pouvait être un elle ou ce pouvait être un il, ou ce pouvait être même un enfant qui grattait l'intérieur des murs, prisonnier de cette maison. Elle était en train de gratter, 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 à tel point que j'imaginais déjà ses doigts en sang. J'imaginais déjà ses doigts en sang, ses mains couvertes de sang, ses poignets qui devaient être couverts de pourriture noire comme sur les murs, comme sur le bois, comme sur le plâtre. J'étais en train d'imaginer sa main noire couverte d'une pourriture. Sa main couverte d'une pourriture et couverte de sang, et couverte de poussière avec peut-être même des champignons qui ont poussé sur son visage. J'imaginais son visage complètement déformé, déformé par l'eau et par la pourriture qui avait grimpé, qui s'était agrippée à sa peau et qui avait commencé à la ronger tel un parasite. Je pensais avoir été réveillé par hasard, peut-être une simple envie de fringale ou alors peut-être une simple envie de boire ou de manger, je ne savais pas. Je venais de me réveiller et j'ai commencé à entendre des bruits très étranges. J'ai entendu des bruits très étranges et je les ai suivis. Je les ai suivis, ces bruits. Ces bruits, je les ai suivis jusqu'à une porte fermée. Je me suis accroupi et je me suis mis au sol. Je me suis mis au sol, je me suis accroupi et derrière cette porte, j'entendais des bruits, des respirations étouffées, comme si derrière il y avait quelqu'un qui respirait. Il respirait d'une voix étouffée, comme s'il avait un masque sur le visage et que ce masque à oxygène était rempli d'eau. Comme si son masque à oxygène était rempli d'eau, comme si ses poumons étaient remplis d'eau eux-mêmes et qu'il se noyait. Comme s'il était en train de se noyer dans ses propres fluides. Comme s'il était en train de se noyer dans ses fluides, dans son sang. J'avais l'impression que ses poumons étaient remplis d'eau, un peu comme deux poches. Un peu comme deux poches, comme s'ils étaient remplis d'eau, il se noyait dans ses fluides, dans son sang. J'avais l'impression que de temps en temps, à travers son masque, il essayait de dire quelque chose. Par- Parfois, les mots se transformaient en respiration lourde et étouffée. Et parfois, les respirations lourdes et étouffées se transformaient en mots qu'il essayait de dire. Il essayait de parler, j'avais l'impression qu'il était de l'autre côté. J'avais l'impression qu'il était de l'autre côté, peut-être allongé sur un lit sous respiration artificielle, peut-être même avec un moniteur à côté de lui, avec une sorte de machine qui prenait les pulsations de son cœur. Son cœur ne devait, son cœur ne devait plus être tout jeune, ça devait être un vieux cœur qui ne battait plus très vite. À côté de lui, j'entendais le moniteur et les machines. J'entendais les machines d'hôpital qui surveillaient sa tension, qui surveillaient son cœur, qui surveillaient son pouls, qui surveillaient sa respiration. Toutes ces machines, je les entendais, mais que très légèrement. Ce que j'entendais le plus, c'était surtout ses respirations. Je me suis retourné un moment, et derrière moi, l'ombre d'une femme est apparue. L'ombre d'une femme est apparue, mais je ne l'ai regardée que très brièvement. Je ne l'ai regardée que très brièvement. La seule chose que j'ai pu voir, c'est l'ombre de son bras se déposer sur ma main. L'ombre de son bras se déposait sur ma main quand j'avais ma main contre le mur et que j'écoutais ses respirations lourdes et étouffées. Derrière moi, j'ai commencé à voir apparaître des traces de pas, des traces de pieds au sol. Je les ai suivies jusqu'à une autre, je les ai suivies jusqu'à une autre porte. Cette porte s'est fermée violemment comme un coup de vent sérieux. Comme un coup de vent sérieux, cette porte s'est fermée violemment. Là, j'ai vu apparaître une autre silhouette noire marcher dans le couloir.
Je l'ai suivi jusqu'à un autre couloir où j'ai vu apparaître une autre silhouette et disparaître tout aussitôt, laissant derrière elle transparaître la lumière de ses cheveux, la lumière de ses cheveux qui apparaissaient, des cheveux très sombres et très noirs qui apparaissaient à la lumière de la lune. J'ai vu sa longue robe noire, mais pas son visage, pas ses cheveux, et pas ses mains. Elle était en contre-jour total avec la lumière de la lune, et elle marchait dans les couloirs. J'ai compris à ce moment-là alors que cette maison n'était pas seulement hantée de fantômes, hantée de souvenirs ou hantée de choses qui avaient pu arriver ici, de crimes horribles ou de massacres atroces, mais aussi de réelles ombres et de réels pas qui se passaient la nuit. Il y avait de réels pas, de réelles ombres qui se passaient la nuit, de réelles personnes qui marchaient la nuit, qui grattaient dans les couloirs, qui grattaient dans les murs, et ces personnes, c'étaient d'anciens fantômes qui apparaissaient en tant qu'ombres dans les couloirs, des ombres qui marchaient, qui étaient bien réelles et bel et bien palpables. Cette maison n'était pas seulement hantée, elle était habitée par d'anciens fantômes réels, palpables, aussi palpables que nous, aussi palpables que les personnes à l'intérieur de cette maison, qui cherchaient à trouver des réponses de cette personne qu'on avait à la mort. La nuit, parfois, il y avait l'étrange fantôme d'une femme qui apparaissait. Celle-ci avait un corps maigre, très fin, on pouvait y apercevoir ses côtes. Sa peau était presque transparente, on pouvait y apercevoir la lumière de la lune. Elle portait une longue robe blanche qui était aussi transparente que de la dentelle. J'ai remarqué cette femme la nuit avec sa robe blanche qui marchait. Elle avait des pieds très fins et on pouvait voir les os de ses mains et les os de ses bras à travers la chair de ses bras et de ses à travers la chair de ses bras et de ses jambes, on pouvait y apercevoir ses os, un peu comme si elle était presque transparente, mais sa peau était grise. Sa peau était grise, un peu comme si elle avait été brûlée, un peu comme si elle avait été brûlée au premier degré. Sa peau était grise. Je l'ai regardée comme si elle avait été brûlée au troisième degré. Cette femme qui était en train de ramper et parfois même de marcher debout, ou alors parfois en train de marcher à quatre pattes, était dans les couloirs. Elle était dans les couloirs et un jour je l'ai vue face à la fenêtre. Elle avait face à la fenêtre, elle avait ses mains le long du corps. Ses mains tremblaient et ses mains étaient mouillées. Elle était complètement mouillée, ses cheveux aussi étaient mouillés. Ses cheveux étaient appuyés contre ses épaules car ils étaient mouillés et appuyés contre ses bras et sa poitrine. Sa poitrine était blanche, elle avait l'air aussi d'être brûlée. Sa poitrine avait l'air aussi d'être brûlée, tout comme ses seins, tout comme ses deux seins avaient l'air d'être brûlés et scarifiés. Elle avait du vomi qui était le long de son corps, mais du vomi rempli de sang, un vomi blanc, un peu comme une sorte de texture liquide, un peu comme une sorte de texture liquide jaunâtre et blanchâtre qui était le long de sa robe. J'ai regardé alors sa peau très pâle et très grise. Elle m'a regardé avec ses yeux. Elle a levé la tête et m'a regardé avec ses yeux blancs qui avaient l'air d'avoir été brûlés au troisième degré. La pupille, l'iris avait fondu, et ses yeux étaient blancs, blancs jaunâtres, et elle m'a regardé. Elle a pointé du doigt un endroit. Elle a pointé du doigt une porte. Et là, j'ai ouvert la porte, j'ai entendu des cris. J'ai vu du sang couler sur la poignée, du sang couler sur les charnières, et du sang couler sur la porte. J'ai ouvert la porte avec ma main qui était couverte de sang, et je l'ai vu se faire assassiner par terre par une autre femme qui étrangement lui ressemblait de manière très physique. Cette femme qui lui ressemblait de manière très physique, qui avait les mêmes traits de visage, qui avait la même taille, la même poitrine, et qui avait la même robe, portait avec elle un couteau dont simplement la pointe était couverte de sang. Elle était en train de la tuer, et elle était en train de se relever et m'a regardé. C'était certainement peut-être une sœur jumelle, ou alors une amie proche. Je pense plus vers une sœur jumelle, car j'ai trouvé quelque part dans un coffre. Elle m'a guidé, elle a mis sa main le long de mon bras. Elle m'a guidé, j'ai senti un froid dans ma poitrine, un froid sur mes côtes et à l'intérieur de mon cœur, comme si mon cœur s'était arrêté une demi-seconde et avait recommencé à battre quand elle s'est mise tout près de moi. Elle m'a guidé vers une malle poussiéreuse, et à l'intérieur, j'y ai trouvé deux fœtus qui étaient conservés avec du chloroforme à l'intérieur de pots à confiture. Et je les ai regardés. C'étaient bel et bien des fœtus humains qui étaient sur le point de grandir et de... C'étaient bel et bien des fœtus humains qui étaient sur le point de grandir, conservés à l'intérieur de vieux pots à confiture
couverts de pourriture, et j'ai regardé ces fœtus. À l'intérieur, il y avait une photo avec, une photo avec simplement 2 fœtus dans la même poche. Je me suis dit que ce devait être des jumelles, que l'une d'entre elles n'était pas venue à la vie. Et quand j'ai regardé ça, j'ai tout de suite refermé la malle, car j'ai commencé à sentir une odeur de décomposition, de corps en décomposition, de cadavres, comme si l'un des fœtus commençait peu à peu à se mettre à se décomposer à l'intérieur de son pot. Dehors, le vent soufflait. Ça fait depuis longtemps que la voiture avait disparu et qu'on n'était plus retourné la chercher. Il y avait d'étranges individus qui fixaient la maison. Ils fixaient la maison et ils étaient recouverts de peaux de bêtes. Ils s'étaient fait des bijoux. Ils s'étaient fait des sortes de bijoux, des sortes de diadèmes ou alors des sortes de bagues qu'ils s'étaient fait avec des os, des ossements d'animal. Des ossements d'animal un peu venus partout de la forêt. Ces individus qui étaient en train de nous regarder, portaient aussi des petits réceptacles en bois qu'ils avaient faits. Ces petits réceptacles en bois qu'ils avaient faits, ils en avaient mis plein sur tous les arbres. Ils en avaient mis plein sur tous les arbres, ces petits réceptacles qu'ils avaient faits, ces petites choses qu'ils avaient faites avec des pierres suspendues, des sortes de petites choses qu'ils avaient suspendues aux arbres, un petit peu partout. Et on regardait ces individus qui nous fixaient. Ils étaient là sans bouger alors que le vent s'élevait, faisait bouger les arbres, et à ce moment-là précis, on a remarqué derrière eux que les réceptacles avaient une importance idéale à la manière dont ils étaient venus nous regarder. Les réceptacles avaient une importance idéale à leur rituel. C'était un rituel certainement. Ils étaient là fixement et nous regardaient dans l'ombre. On n'arrivait pas à voir leur visage caché à chaque fois par un os d'animal. Caché à chaque fois par un os d'animal de la forêt, de cerf ou alors de biche ou alors de brebis. Caché par un os de tête de brebis, de tête de cerf ou de tête de biche. J'ai regardé ces individus qui sont restés là. Ils sont restés là avec leurs vêtements étranges, avec leur accoutrement étrange, leurs vêtements étranges qu'ils portaient sur eux, des peaux de bêtes, des os de la corde et du fil qu'ils portaient sur eux qui accrochaient des os, des ossements. Tout le long, ils étaient en train de nous regarder fixement. Moi, je regardais la lune qui disparaissait et les nuages qui allaient de plus en plus vite. Et ces réceptacles, ces pierres qu'ils avaient accrochées aux arbres, aux branches, commençaient à faire une sorte de ronde en tournant avec le bruit du vent. Avec le bruit du vent, ils commençaient à apporter, les pierres se cognaient les unes contre les autres et apportaient un bruit, une sorte de bruit de résonance. Les morceaux d'os qui étaient l'un contre les autres, les morceaux d'os qui étaient les uns contre les autres accrochés à des ficelles de cuir ou des ficelles toutes simples, les os qui cognaient les uns contre les autres accordaient alors une deuxième symphonie. Et ces symphonies contre les pierres qui se tapaient les unes contre les autres, se frappaient les unes contre les autres, et les os qui se frappaient les uns contre les autres, apportaient une deuxième symphonie et une troisième symphonie, et puis les morceaux de bois, eux, qui grinçaient et qui étaient en train de partir avec le vent, faisaient siffler le vent quand il passait au travers. Et on les regardait attendre et nous fixer. Ils fixaient les portes comme s'ils voulaient rentrer, et ils fixaient les fenêtres comme s'ils nous observaient, ou alors comme s'ils regardaient leur propre reflet. Mais je pense que la seule raison de leur venue était qu'ils voulaient rentrer. Ce fut la pire nuit de notre vie. Cette nuit-là fut la plus terrifiante de ma vie. Quand ils étaient rentrés dans la maison, quand ils sont rentrés dans la maison, ils nous ont tous regardés, mais n'ont rien fait. Ils sont restés là, plantés devant nous. C'était d'énormes personnes, de loin, ils paraissaient être plus petits, ils paraissaient faire 1,50 m ou 1,60 m. Le genre de personne qui a une taille plutôt minime. Mais une fois à l'intérieur, le mal se présentait comme étant réel. Ils étaient énormes, faisaient 2 mètres. Ils étaient juste loin et regardaient la maison Ils étaient juste loin et regardaient la maison fixement, comme s'ils allaient rentrer. Quand ils sont rentrés, j'ai vu alors leurs vêtements en peau d'animal. J'ai vu leurs vêtements en peau d'animaux de la forêt. Quand j'ai vu leurs vêtements en peau d'animaux de la forêt, que j'ai vu leurs vêtements en os
en ossements d'animaux de la forêt. Là, je l'ai vu, mais c'était un animal particulièrement qu'ils portaient sur leur dos et sur leurs épaules. La biche, la brebis et surtout le cerf plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose, le cerf, il le portait. Il le portait, ou alors l'ours. Il y avait surtout des peaux d'ours qu'ils portaient sur leur dos, et des peaux de cerf, des peaux de biche, des peaux de plein d'autres animaux de la forêt, comme par exemple le faon. Et ils avaient partout autour d'eux, ils attachaient des bois de cerf. Ils attachaient des bois de cerf, ou alors des bois de biche, et, et ces bois de cerf qu'ils attachaient partout autour d'eux faisaient un bruit incessant. Ils se cognaient les uns contre les autres. Ils accrochaient ça avec des fils de cuir. Ils accrochaient ça avec des fils de cuir qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Ils avaient des couteaux qui étaient courbés vers l'intérieur, des sortes de dagues qu'ils avaient fabriquées dans de la pierre, et ils nous regardaient. Ils nous regardaient fixement. La seule chose qu'ils faisaient, c'était passer leurs mains sur notre visage, comme s'ils essayaient de ressentir quelque chose. Ce fut horrible. Je ne savais pas si on était vénéré. Je ne savais pas si on était vénéré ou si simplement je devais avoir peur parce qu'ils allaient passer à l'action ensuite. Je ne savais pas si on était vénéré ou s'ils allaient passer à l'action, faire quelque chose, s'engager à faire un rituel à l'intérieur, mais ils étaient rentrés et ils nous observaient. Ce soir-là, la peur était au rendez-vous. Personne ne savait clairement qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, car ils ne disaient rien. La seule chose qu'ils faisaient, c'était répéter des choses qu'on ne comprenait pas, qui étaient dans une langue inconnue. Des sortes d'incantations ou des sortes de rituels. On ne savait pas clairement ce qu'ils disaient, mais ils étaient là, à l'intérieur. Je me suis réveillé cette nuit-là, ma mère plantée sur des pics en bois. Je l'ai regardée, elle se vidait de son sang. Une pique en bois transperçait son visage et transperçait sa langue. La pique en bois passait juste sous sa langue, passait à l'intérieur de sa bouche et ressortait par l'arrière de son crâne. Elle était en train de se vider de son sang par l'arrière de son crâne, et son sang était en train de couler le long de son dos, passait à l'intérieur de ses jambes, passait entre ses jambes, derrière, dans son dos, et arrivait dans une sorte de cuve qu'ils avaient placée en dessous du cadavre. Mon père, accroché au-dessus de ma mère, était couvert de réceptacles. Il était couvert de réceptacles qu'ils accrochèrent les uns après les autres à ses mains, à ses doigts, à ses ongles, avec des aiguilles qu'ils passaient sous ses ongles, sous ses doigts, et qu'ils passaient et qu'ils enfonçaient dans la chair. Mon frère, quant à lui, était autour d'un rituel. Il lui tournait autour et répétait des phrases que je ne pouvais comprendre. Cette nuit-là, j'ai vu que c'était la fin pour nous. Ma mère qui était embrochée et empalée sur des pics. Son sang qui se vidait à tous les endroits. À ses deux poignets, qui se vidait à ses chevilles et qui se vidait à ses pieds. Elle était accrochée au mur, ne pouvait bouger. La bouche ouverte avec les dents qui avaient été retirées, qui avaient été cassées, comme si on lui avait cassé les dents simplement avec un marteau. Ses dents étaient toujours accrochées à l'intérieur de ses gencives, mais elles étaient cassées. Elles étaient cassées en pointe. J'ai vu son visage avec ses yeux crevés. Elle avait des pics enfoncés dans les yeux, et mon père qui était au-dessus, qui servait de sorte de lustre pour accrocher leur réceptacle. Une sorte de rituel autour de ma sœur et de mon frère. Je ne pouvais que faire, je ne savais que faire, je ne savais pas quoi faire, et je ne pouvais même pas agir, car ils étaient là près de moi. Si j'agissais, je savais que c'était fini, que j'allais servir de réceptacle aussi, que j'allais servir peut-être à ouvrir un portail pour accueillir toutes les âmes qui étaient prisonnières de cette maison. Alors je n'ai rien fait. Je suis resté figé, je suis resté sans rien faire, je suis resté à les regarder mourir, et à regarder cette cuve en dessous de ma mère se remplir de sang, à regarder mon père servir d'un lustre pour accrocher des réceptacles qu'ils avaient fabriqués, des pierres et des ossements qu'ils avaient accrochés avec des cordes en cuir qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Alors que mon père était décoré de réceptacles, mon frère entouré d'un rituel spécial, moi j'étais là et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais même pas agir. Figé par la peur, je regardais dehors et je n'avais qu'une seule idée, c'était de m'enfuir. Mais je me disais, ils sont peut-être armés. Ils sont peut-être armés ou alors peut-être que d'autres comme eux se cachent dans la forêt. Et je ne pensais que à sortir. Mais je me suis dit que lorsque je mettrais les pieds dehors, je me ferais peut-être attaquer par l'un d'entre eux.
Ils ont des armes qui ont l'air très pointues et très tranchantes. Alors je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité, je suis quand même sorti. Et ce soir-là, j'ai senti la douleur sur mon épaule et sur mon dos. Il m'avait attrapé et m'avait ramené à l'intérieur, en m'enfonçant un couteau qui était tordu à l'intérieur de mon dos. Ils m'ont ramené à l'intérieur, ont fermé la porte, l'ont verrouillée avec d'énormes pierres qu'ils ont mis dessus, et je servais enfin de réceptacle. La fin était proche, mais pas si proche que ça, car il y avait quelque chose qui allait poursuivre. Je me suis demandé si ces personnes qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas l'air d'avoir de nom non plus, étaient tellement attachées à cette maison au point de vouloir rentrer et de forcer la porte. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire à l'intérieur? Y avait-il quelque chose de dissimulé dans les murs, ou alors voulaient-ils simplement ouvrir une porte pour accueillir les fantômes, les ombres et d'autres choses qui se trouvaient à l'intérieur de cette maison? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire à la base? Je ne sais pas. Ça n'avait pas l'air d'être un rituel, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose qui pouvait accueillir des fantômes dans notre monde, ça n'avait pas l'air d'être quoi que ce soit. Ça n'avait pas l'air d'être quoi que ce soit de ce genre, alors que voulaient-ils réellement? Est-ce qu'ils allaient s'arrêter simplement à cette maison, ou alors est-ce qu'ils voulaient simplement trouver tous les secrets que nous n'avons pas trouvés? Est-ce qu'ils connaissaient cette personne qui faisait partie de notre famille mais que nous ne connaissions pas? On ne connaissait pas réellement leur but. Alors pourquoi voulaient-ils absolument rentrer dans notre maison? Et est-ce que cette maison allait être leur point final? Pas du tout. Je les ai suivis dans la forêt, mais ils ne m'ont pas remarqué. À un moment, ils m'ont remarqué et j'ai été blessé. Mais j'ai continué à les suivre. Ils se sont arrêtés devant une maison vitrée. Là, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils vont faire à cette maison vitrée. Elle est complètement vitrée, que vont-ils lui faire? Ils se sont arrêtés, se sont mis devant un endroit vitré de la maison. Cette maison était totalement vitrée, donc je me suis dit, pourquoi cette vitre principalement? Est-elle un endroit précis où ils peuvent voir davantage? Je me suis demandé si c'était un endroit précis où ils peuvent voir davantage. Eh bien non, c'était simplement une position, c'était simplement une position beaucoup plus agréable pour pouvoir paraître menaçant. C'était peut-être ce genre de choses, mais j'ignorais encore beaucoup d'eux. Je n'allais pas les étudier ou je n'allais pas les étudier ou je n'allais pas m'entêter à les suivre. J'allais simplement essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument rentrer dans les maisons. Quel était leur but? Pourquoi ils voulaient rentrer dans les maisons? Pourquoi ils voulaient s'acharner sur nous, les humains? Peut-être qu'ils n'étaient même pas humains eux, peut-être qu'ils n'étaient même pas humains eux et qu'ils venaient d'un autre endroit, d'un autre monde, d'une autre dimension. Je ne savais pas qui ils étaient, on n'avait jamais vu leur visage. Si ça se trouve, ils n'avaient même pas de visage. Ils s'étaient arrêtés dans cette maison complètement vitrée et regardaient d'une grande vitre la personne à l'intérieur. Elle était dans sa cuisine, elle était occupée à fixer dehors comme si elle était fascinée par le monde de l'extérieur. Mais elle n'avait pas encore vu leur silhouette. Lorsqu'elle les a remarqués, je l'ai vu sur son visage, elle s'est figée et a tout de suite saisi un couteau. Comment allait-elle réagir? C'est la seule chose que je me suis demandé. Je suis parti sur le côté, je pense qu'il a remarqué mon ombre. Je pense qu'il a remarqué mon ombre parce qu'il a commencé à frapper à la fenêtre, à appeler au secours. J'ai entendu des échos qui étaient prisonniers à l'intérieur. Il a frappé à la porte et a commencé à ouvrir la porte pour m'appeler. Mais moi j'avais déjà disparu et je ne voulais pas faire un demi-tour pour pouvoir mourir une seconde fois. La nuit était en train de tomber, mais ce n'était pas non plus le jour. Ce n'était pas non plus le jour et ce n'était pas non plus la nuit, car la nuit ne faisait que tomber. Il faisait sombre, mais on pouvait encore apercevoir dehors ce qu'il se passait. On pouvait encore apercevoir dehors ce qu'il se passait. Dans les champs, le vent commençait à souffler très fort. Les arbres au-dessus commençaient à être soufflés par le vent. Les branches commençaient à bouger et les troncs d'arbres avec les écorces de différentes couleurs, de couleurs sombres, commençaient à grincer et à se distinguer de différents arbres. À se distinguer de différents arbres plus grands, plus petits, au tronc plus grand ou au tronc plus gros, au tronc plus fin ou plus petit. Les arbres qu'on voyait bouger, les plus faibles, on pouvait les entendre. Et les arbres qu'on ne pouvait pas voir bouger étaient les plus forts avec un tronc plus gros et plus robuste. Ceux-ci, on pouvait les entendre grincer. Les petits, on pouvait les entendre presque toucher le sol, presque même se briser en deux sous la puissance du vent. Et les feuilles et les branches étaient en train de subir la colère du vent. Les feuilles et les branches subissaient la colère du vent, qui soudainement le vent a disparu d'un seul coup. Énervant peut-être simplement Mère Nature, ces choses sont apparues devant lui,
Saisissant un couteau du poing, il a regardé le vent qui a disparu tout de suite des branchages. Les branchages sont revenus toucher vers le ciel. Il a regardé les branchages et les branches, les arbres qui ne bougeaient plus, qui avant étaient poussés par le vent sur le côté, les troncs qui grinçaient, les troncs qui étaient sur le point de se casser pour les plus petits arbres. Et, et juste derrière tout ça, il y avait les chevaux qu'il entendait hurler, mais qu'il ne voyait pas encore. À un moment, les chevaux sont apparus entre les arbres et entre les branchages qui bougeaient très fort. L'impression d'être menacés, ils se sont mis alors à bouger, à se mettre sur leurs deux pattes arrière. Ils étaient nerveux et ils avaient l'air d'avoir peur. Ils étaient nerveux, ils couraient en rond, en cercle. Ils regardaient, de temps en temps, ils s'arrêtaient et regardaient le vent qui soufflait, s'arrêtait, repartait, se remettait à souffler, faisait grincer les arbres, et puis s'arrêtait une nouvelle fois. Ce spectacle était terrifiant, montrait que la nature était en train d'être ravagée par quelque chose qui n'avait pas l'air d'être naturel. Un danger était en train de s'approcher, c'était imminent, c'était en train de venir tout droit vers sa maison. Il prit alors ce couteau tout droit vers lui, mais se rendit compte que sa maison était complètement vitrée. Le regard de ces choses, qui étaient en train de le regarder de dehors, était inévitable. Il se sentit alors prisonnier d'une prison mentale. À l'intérieur de cette maison, qui était complètement en verre, qu'on pouvait facilement forcer d'un simple coup de pierre. Il se sentait prisonnier des regards de cette chose qui s'approchaient de plus en plus, jusqu'à ce qu'il puisse voir leurs masques différents, faits à partir des os du crâne de plusieurs animaux de la forêt, jusqu'à ce qu'ils puissent voir leurs masques. Ils dévoilèrent leur visage, mais n'en avaient pas. Ils étaient simplement brûlés, un visage lisse, noir, sans yeux, sans nez, sans bouche, sans reflet, sans trait de visage. Ils dévoilèrent leur visage qui n'en était pas un, et le regardèrent de très près. Ils s'appuyèrent contre la vitre, et l'intérieur de la maison commença alors à être glacé. Un vent glacial passèrent autour des chaises, autour des tables et du mobilier. Il le sentit derrière lui, prit le couteau et se sentit emprisonné à l'intérieur de sa propre maison. Alors qu'il tenta de fuir, il se rendit compte que sa maison était en verre. C'était une prison mentale, impossible de fuir, même d'ouvrir la porte. Figé à l'intérieur, la peur venait de le vaincre. Mais ce n'était certainement pas fini. Ces choses allaient encore continuer et continuer, jusqu'à pétrifier et terrifier de peur toutes les personnes qu'ils avaient sur leur liste, s'ils avaient une liste. Une sorte d'étrange rituel sacrificiel. Une sorte de liste qui ressemblait à un étrange rituel sacrificiel pour pouvoir sacrifier des humains et faire des sortes d'offrandes à un dieu. Certainement des dieux de la forêt encore plus puissants que notre dieu à nous. Alors que notre Dieu à nous, même une croix ne pouvait pas nous protéger, cette liste était certainement ce que je pensais. Un rituel sacrificiel. Sacrifier des humains. Certains humains qui étaient certainement spéciaux à leurs yeux. Les sacrifier et les offrir à leur Dieu de la forêt, afin d'accomplir une sorte de rituel étrange qui ne pouvait que leur être familier seulement à eux. Nous, tout ce qu'ils faisaient ne nous était pas familier. Ça nous était étrange, perturbant, et plus qu'autre chose, quand ça nous était perturbant, ça nous était effrayant. Personne ne savait ce qu'ils faisaient. Mais ce rituel sacrificiel tenait certainement à sacrifier des humains qu'ils avaient choisis pour pouvoir les offrir à leur Dieu. Un Dieu qui était avide de sang et de vengeance, peut-être.